tu es jaloux de ton frère, a murmuré ma mère au-dessus de mon gâteau d'anniversaire. Eh bien, qu'il paie tes factures alors, ai-je répondu sèchement. Et à cet instant précis, j'ai annulé tous les paiements des services, des cartes et du loyer. Je m'appelle Thomas, j'ai 36 ans et je vis seul dans un quartier calme de Saragosse, en Espagne. Je travaille dans une petite entreprise technologique. Ce n'est pas un poste prestigieux, mais ça suffit pour payer les factures, y compris celles de mes parents. Du moins, jusqu'à hier. Voici la vérité. Personne ne te dit ce que signifie vraiment être le responsable de la famille. Les gens ne te valorisent pas, ils s'appuient juste sur toi. Tu es comme un outil qu'on sort du tiroir quand quelque chose se casse. Tu n'es pas le préféré, tu es celui qu'on appelle en cas d'urgence, celui qui paie toujours, celui qu'on ignore jusqu'à ce qu'on ait besoin de toi. Dans mon cas, tout a commencé petit à petit. D'abord, j'ai aidé avec une facture de téléphone. Ensuite, j'ai payé plusieurs mois de loyer pour que ma mère puisse acheter ses médicaments. Puis, j'ai fini par souscrire des prêts, réparer leur connexion Internet depuis mon appartement, tout en travaillant à plein temps. Mais ce dîner d'anniversaire était censé être différent. Ça faisait des mois que je ne les avais pas vus. J'ai apporté une bouteille de vin et un cadeau pour ma mère. Je me suis même rasé et bien habillé. Je voulais avoir l'air familial, quoi que ça veuille dire. Mon petit frère, Daniel, était déjà chez eux. Bien sûr, il y est toujours. Il ne paie jamais le loyer à temps, il travaille à mi-temps, mais d'une manière ou d'une autre, il apparaît sur toutes les photos de famille. C'est de lui que Ramon, mon père, parle avec fierté à l'église. Et là, garé dans l'allée, il y avait une voiture hybride flambant neuve. Un cadeau de leur part pour Daniel. Tu vis trop loin pour revenir pour les fêtes, m'a dit Daniel avec un sourire narquois en entrant. On dirait que tu vas encore passer Noël seul. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai attendu pendant le dîner. J'ai supporté les conversations banales. J'ai supporté que personne ne mentionne les cartes de Noël que j'avais envoyées. J'ai attendu jusqu'à ce que mon père lève son verre et porte un toast à Daniel pour être toujours là. Puis il m'a tendu mon cadeau, une paire de chaussettes en laine bon marché, roulées. Elles sont thermiques, a-t-il dit, vu que tu vas au travail à vélo, non? Bien sûr, ai-je répondu. Ce n'étaient pas les chaussettes qui me faisaient mal, c'était ce qu'elles représentaient. Je paie la moitié de leur hypothèque, je couvre leur facture de téléphone. Une fois, je leur ai envoyé de l'argent à 3 heures du matin depuis la salle de bain d'un hôtel pendant un voyage d'affaires, parce qu'Elena, ma mère, a dit que le chauffage était en panne et qu'il gelait. Et pourtant, je reste celui que personne ne voit. Alors j'ai souri, je suis sorti de la maison et j'ai passé un coup de fil. Le lendemain, leur électricité a été coupée. C'est là que l'histoire a vraiment commencé. Ils ont commencé à m'appeler 13 heures après la coupure. D'abord ma mère, puis mon père, puis Daniel. J'avais des appels manqués, des messages vocaux, même une vidéo floue de leur cuisine dans le noir, avec des bougies allumées comme s'ils faisaient un rituel étrange. Je n'ai pas répondu, car il y avait quelque chose qu'ils ne savaient pas. Quelque chose qu'ils n'avaient jamais pensé à demander. L'électricité, le gaz et l'eau étaient à mon nom depuis 2020. Cette année-là, Ramon a perdu son travail. Daniel est revenu à la maison, soi-disant pour un temps. Je suis intervenu pour aider. Quelques mois se sont transformés en années, et personne ne m'a jamais demandé quand je comptais arrêter d'aider, jusqu'à ce que je le fasse. Quand la compagnie des services a confirmé que tout était déconnecté, je me suis assis dans mon fauteuil, j'ai ouvert une canette de soda et j'ai regardé les messages arriver. Tu aurais dû nous prévenir. Ta mère gèle. Tu es vraiment fâché pour une paire de chaussettes, Thomas? Ce dernier message venait de Daniel, accompagné d'un emoji rieur. J'ai fait une capture d'écran pour me souvenir de son ton. Puis un message est apparu dans le groupe. Elena m'avait ajouté à nouveau dans un chat nommé « La famille d'abord ». Maman, on peut parler comme des adultes? Papa, tu as déjà exprimé ton point de vue. Daniel, mec, sérieusement, grandis. Maman, tu ne peux pas tourner le dos à la famille. Ce n'est pas de l'amour. Moi, tu as raison. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie. Et j'ai quitté le chat pour de bon. Soyons clairs. Ce n'était pas juste à cause des chaussettes. Ce n'était même pas à cause de la voiture. C'était juste l'étincelle finale. Le mal était déjà là,
accumulés depuis des années. Laissez-moi vous raconter à quoi ressemblait ce mal. En 2021, j'ai payé la dette de jeu de Daniel, 4 500 €. Il a dit que ce serait une seule fois. Puis j'ai découvert qu'il avait utilisé une partie de l'argent pour acheter des billets de concert. J'ai remplacé l'ordinateur portable de Ramon après qu'il y eut renversé du whisky. Il ne m'a pas remercié, il s'est juste plaint que ce n'était pas un Mac. J'ai payé 8 000 € pour la chirurgie dentaire d'Elena. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait dit à ses amis de l'église qu'elle l'avait payé avec ses efforts et ses économies. Et quand j'ai perdu mon emploi pendant 2 mois à cause de licenciements dans l'entreprise, personne de ma famille ne m'a appelé, pas même pour demander si j'allais bien. Je n'ai rien dit. J'ai continué à couvrir leurs dépenses. Je continuais à transférer de l'argent, me disant que c'était juste jusqu'à la déclaration d'impôt. Je continuais à croire qu'ils étaient simplement débordés, mais maintenant, ils étaient assis dans une maison gelée, affamés, confus, et je n'ai pas levé le petit doigt. Pas avant 2 jours après la coupure, quand un post sur les réseaux sociaux a tout clarifié. Daniel a publié une photo, lui et Ramon souriant à côté d'une nouvelle voiture, comme si rien de tout cela n'était arrivé. La légende disait, on est toujours là. On est toujours une famille. Certains ne savent qu'être amers. Je n'ai pas fait de capture d'écran. J'ai sauvegardé tout le post, car ce n'était plus de l'ignorance, c'était une stratégie, un coup calculé. Alors j'ai commencé à enquêter. Je n'ai pas eu à chercher loin. Mon père, l'homme qui disait toujours qu'il gérait ses affaires, avait secrètement retiré de l'argent d'un compte courant partagé, celui que j'avais ouvert quand ils ne savaient pas encore payer leurs factures en ligne. Au début, c'était de petites sommes, 50 €, 100 €, des fuites mineures, mais avec le temps, le total a atteint 5 000 €. Comment l'ai-je découvert? Parce qu'il a fait un virement par erreur, 800 € de ce compte vers un garage automobile au nom de Daniel. La même semaine où il m'a dit qu'il pouvait à peine survivre. C'est là que j'ai su que j'avais besoin de preuves. J'ai tout imprimé. Le relevé des transactions, les factures des services, les reçus de virement, même un où Daniel a envoyé 700 € à sa petite amie. Il l'a étiqueté comme, pour le voyage à la cabane, un voyage dont je n'avais même pas entendu parler. Et ce n'était pas tout. Un mois plus tôt, j'avais demandé un service à ma cousine Teresa, qui travaille en cybersécurité. Je lui ai dit que c'était pour un projet freelance. Elle me devait une faveur, alors je lui ai demandé de faire une vérification discrète. Y avait-il quelque chose d'inhabituel concernant mon identité au cours des 12 derniers mois? Elle a trouvé 2 alertes rouges. Premièrement, une tentative d'ouverture d'une carte de crédit avec mon numéro de sécurité sociale. Deuxièmement, une demande de changement d'adresse de facturation pour Internet à la maison. La demande portait l'écriture de Ramon. Le numéro de contact de secours était celui d'Elena. Je n'étais plus en colère, j'étais concentré. S'il voulait jouer sale, je jouerais avec précision. J'ai créé un dossier numérique, je l'ai appelé « Ce que la famille m'a coûté ». Dedans, j'ai mis des captures des publications sarcastiques de Daniel, des emails de Ramon me demandant de l'aide en silence, des enregistrements vocaux d'Elena disant « Eh bien, tu vas mieux que ton frère, tu peux aider ». Des photos du dîner d'anniversaire avec ma chaise vide. Je me l'ai envoyé par email, en mettant 3 personnes de confiance en copie cachée, je l'ai sauvegardé sur une clé USB et je l'ai téléchargé sur le cloud. Je n'avais pas l'intention de le publier. Pas encore. D'abord, je voulais qu'ils le ressentent. Et ils l'ont ressenti. Quand le gaz a été coupé et qu'Ernesto, le propriétaire, a refusé de réparer le chauffage défectueux sans paiement complet. Ils n'avaient plus d'option, ils ont rappelé. Cette fois, j'ai répondu. La voix de Ramon était tendue, forcée. Il a commencé par « Thomas, peut-être qu'on a tous un peu exagéré. » Je n'ai rien dit. Il a continué. Ça a été un hiver difficile. Ton frère traverse une mauvaise passe. Il fait ce qu'il peut. Parfait, ai-je dit. Alors il peut s'occuper de vos factures ce mois-ci. Il y a eu une pause. Qu'est-ce que tu veux de nous? J'ai répondu froidement, comme de la glace. Rien. Je fais juste ce que vous avez fait. Vous m'avez traité comme une ressource. Maintenant, je vous traite comme une note de bas de page. Et j'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai lancé un blog. Titre, Mon frère a eu une voiture, moi des chaussettes. Sous-titre.
Comment tracer une ligne quand l'amour devient une comptabilité? Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la liberté. Et il n'avait pas encore vu ce qui allait suivre. À 18h pile, le jour de l'anniversaire d'Elena, je suis arrivé sans cadeaux extravagants, juste une bouteille de vin bon marché et une enveloppe simple, sans avertissement, sans préavis. Il pensait probablement que j'avais disparu pour de bon, mais je n'étais pas là pour pardonner. J'étais là pour clore ça à ma manière, pour leur montrer ce que ça signifiait de vivre sans moi. Ramon a ouvert la porte avec l'air de quelqu'un qui vient de recevoir une assignation en justice. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-il dit sans émotion. J'ai souri. Je suis venu fêter maman. Ou cette invitation était-elle réservée à la vraie famille? Il s'est écarté, raide, sans rien dire de plus. Pas de salutation, pas de chaleur. La pièce était pleine. Elena, Daniel, même Daniela, la cousine qui riait toujours de l'humiliation des autres, tant que ce n'était pas la sienne. Le repas était servi, la décoration impeccable. Tout semblait parfait à l'extérieur. Je me suis dirigé vers la table et j'ai posé doucement une enveloppe au centre. Daniel a plissé les yeux. C'est censé être quoi, ça? Quelques trucs que j'ai trouvés, ai-je répondu d'une voix neutre. J'ai pensé qu'on devrait tous les voir. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Premièrement, un formulaire de carte de crédit à mon nom, approuvé il y a 2 mois. Le nom était le mien. La signature, non. Deuxièmement, un reçu pour un téléphone de 1600 €, livré à l'adresse de Daniel, facturé sur ma carte. Troisièmement, un email imprimé depuis le compte d'Elena, qu'il avait laissé ouvert par erreur sur mon iPad le dernier Noël. Il disait, Dan le couvre toujours, il ne s'en rendra même pas compte. Ramon a attrapé l'enveloppe, a examiné son contenu avec des mains tremblantes, marmonnant que ça devait être une erreur. Sérieusement, ai-je dit, quelles sont les chances que toutes ces erreurs jouent en votre faveur? Elena s'est levée. On traversait une mauvaise passe. Avant, tu nous soutenais. Que s'est-il passé? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de faire semblant que c'était une vraie famille. J'ai glissé une autre feuille sur la table. C'était une capture d'écran de mon application bancaire, envoyée par un ancien collègue de la succursale que je dirigeais autrefois. Elle montrait un virement de 800 € vers un garage automobile au nom de Daniel. Directement depuis mon compte. Daniel est devenu pâle comme un fantôme. Je pensais que c'était ta carte secondaire, a-t-il murmuré. J'avais prévu de rembourser. Avant ou après t'être acheté cette PlayStation? Il s'est tu. Elena s'est effondrée sur une chaise, comme si ses jambes avaient lâché. Ramon fixait la table, mâchoire serrée, poing fermé, comme s'il croyait encore avoir le contrôle. Il ne l'avait pas. J'ai pris mon téléphone. Tu connais ce numéro? C'était celui d'Elena. J'ai joué un message vocal. C'était elle, se faisant passer pour moi lors d'un appel à mon assurance santé. Elle essayait de mettre à jour mes informations, changer l'adresse, ajouter des ordonnances, et même désigner Daniel comme bénéficiaire. Je l'ai regardé. Tu pensais vraiment que je ne m'en rendrais pas compte? Elle n'a rien dit, se contentant de secouer la tête. Puis je me suis tourné vers Ramon. Tu veux toujours prétendre que tu n'as pas touché ce compte commun. Il n'a pas dit un mot. Finalement, Daniel a explosé. C'est de la folie. Tu vas tout détruire pour quelques factures et un téléphone? Non, ai-je dit calmement. Je fais ça parce que vous m'avez traité comme un distributeur pendant des années. Vous avez menti. Vous avez pris ce qui ne vous appartenait pas. Et maintenant, vous êtes en colère parce que je m'en suis aperçu. J'ai sorti une dernière feuille. Ce n'était pas un document bancaire ni officiel. Juste une liste manuscrite trouvée sur le plan de travail de leur cuisine. Titre, astérisque comment transférer petit à petit les dépenses à Thomas, astérisque 3e point, commencer à mettre les factures à son nom. Il ne le remarquera pas. Personne n'a parlé. L'air est devenu lourd, froid. Daniel est sorti sur le balcon. Elena s'est couvert le visage avec les mains. Ramon fixait le mur, comme s'il espérait qu'il s'ouvre pour le laisser s'échapper. Finalement, Ramon m'a regardé et a demandé à voix basse, « Tu essaies de détruire cette famille ?» J'ai fait un pas en avant, calmement, sans hausser la voix. « C'est vous qui l'avez fait en premier, » ai-je dit. Peu à peu, mensonge après mensonge, facture après facture.
Moi, je ne fais que tout rendre d'un coup. Je me suis dirigé vers la porte. Avant de sortir, je me suis arrêté, la main sur la poignée. Ah, et garde les chaussettes, papa. Tu en auras besoin quand les prochaines factures arriveront. Puis je suis parti. Je ne suis pas rentré chez moi, pas même dans mon appartement. J'ai juste conduit, sans carte, sans destination, juste la route. Et ce genre de silence qui n'arrive que quand quelque chose en vous se brise enfin. J'ai fini dans un motel bon marché, 2 villages plus loin. Les lumières clignotaient. Tout sentait le désinfectant, mais les draps semblaient plus propres que ceux que j'avais laissés derrière moi. Le lendemain matin, mon téléphone était saturé. 36 appels manqués, 12 messages vocaux, 3 contacts bloqués et un SMS de Daniel, astérisque ce n'est pas fini, astérisque et il avait raison, ce n'était pas fini, loin de là. 3 jours plus tard, les choses ont vraiment commencé à s'effondrer. Elena m'a envoyé un email, ce qu'elle ne fait jamais, demandant si j'avais signalé quelque chose aux agences de crédit. Elle disait que sa carte avait été gelée. Je n'ai pas répondu. Le même soir, mon ancien propriétaire, Ernesto, m'a appelé. Quelqu'un s'était fait passer pour moi pour demander des informations sur mon ancien contrat de location. Quand Ernesto a demandé une pièce d'identité, l'imposteur a raccroché. Grossier, évident, désespéré. Il était temps de passer à l'étape suivante. Un mois avant que tout n'explose, j'avais déjà commencé à préparer les documents en silence. Quelque chose que je ne pensais pas vraiment faire, couper tous les liens financiers et légaux qui me rattachaient encore à ma famille. Mais au final, j'ai tout fait en un seul week-end. J'ai contacté la banque et me suis retiré de tous les comptes partagés. J'ai fermé le compte secondaire que Ramon utilisait pour faire passer des factures impayées. J'ai désactivé le prélèvement automatique de leurs factures d'électricité et d'Internet. Plus tard, j'ai parlé à mon comptable. J'avais créé un petit fonds fiduciaire des années auparavant. Rien d'énorme, juste quelques obligations et investissements mineurs faits quand je croyais encore que je prendrais ma retraite un jour. Jusqu'alors, les bénéficiaires étaient eux. Ça a changé. Désormais, chaque euro irait directement à un fonds caritatif privé. Recherche contre le cancer, aide aux catastrophes, soutien aux étudiants ou des inconnus qui ne m'ont jamais menti ni utilisé. Et ça semblait être la bonne décision. Ils avaient gaspillé mon amour. Maintenant, cet argent irait à quelqu'un que je ne connais même pas. Et ça me semblait juste. Les conséquences ont commencé à se manifester peu à peu. 2 semaines après le dîner d'anniversaire, un ami de la pharmacie où Elena allait chercher ses médicaments m'a appelé. Il semblait mal à l'aise. « Tu as annulé l'assurance santé de ta mère ?» Je ne lui ai pas dit. J'ai juste arrêté de payer celle qu'elle utilisait. Maintenant, elle devra souscrire la sienne, comme tout le monde. Mais le vrai désastre a commencé quand Ernesto, son propriétaire, m'a rappelé. Et cette fois, ce n'était pas par courtoisie. « Thomas, a-t-il dit, je ne veux pas t'impliquer, mais ton nom figure toujours sur le contrat de location. » Je ne lui ai plus répondu. En moins de 48 heures, j'ai fourni les documents nécessaires pour me retirer du contrat. J'ai aussi transmis des rapports sur les revenus de mes parents, les loyers impayés et les factures non réglées des 3 derniers mois. Ernesto semblait surpris. Ils agissaient toujours comme si tu les aidais par bonté. Je me suis contenté de rire. Je ne lui ai pas dit, astérisque ils agissaient comme si je n'avais pas le choix astérisque 3 jours plus tard, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux de Daniela, la cousine qui se moquait autrefois de mes chemises et m'appelait astérisque Thomas le paillasson astérisque. Elle ne se moquait plus. Elle m'a envoyé une capture d'un chat familial auquel je ne participais pas. Daniel avait posté une photo de sa voiture avec le texte « Astérisque à vendre cette semaine. Besoin d'argent. Écrivez-moi en privé. » Astérisque quelqu'un a répondu « Astérisque je pensais que ton frère couvrait tout. » Astérisque et Daniela a commenté « Astérisque on dirait que la banque de Thomas a fermé. » Astérisque je n'ai pas répondu, je me suis contenté de regarder et de les laisser s'entre-déchirer. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est un message vocal de Ramon. Il est arrivé à 2h13 du matin. Sa voix était rauque, lente, comme s'il avait bu. « Thomas, a-t-il murmuré, tu crois que tu es un héros maintenant? Tu crois que tu peux partir comme ça, comme si tu étais le gentil de l'histoire ?» Il a marqué une pause, puis a dit la phrase qui a tout révélé, « Tu devais rester brisé. » C'était toute leur façon de penser. Je n'étais pas leur fils.
J'étais un outil utile tant que je restais silencieux et que je continuais à leur donner ce dont ils avaient besoin. Mais maintenant, j'étais libre, intouchable. Un mois plus tard, j'ai déménagé. Pas seulement de maison, de ville, sans adresse de réexpédition, sans avertissement, sans la moindre information pour que la famille puisse me retrouver. J'ai loué un nouvel appartement sous un autre nom. Même l'électricité et l'Internet ont été souscrits via un service qui masque l'identité réelle. Je ne me cachais pas, je me protégeais. J'ai acheté un second téléphone. L'ancien est resté éteint dans un tiroir, une tombe pour tous ces numéros qui ne m'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Et comme j'avais besoin d'une vraie closure, j'ai envoyé un dernier message, une lettre manuscrite sans expéditeur. Je l'ai postée chez eux. À l'intérieur, une copie de l'annulation du contrat de location et une petite note adhésive avec seulement 5 mots, * trouver un autre sauveteur financier, * je ne l'ai pas signé. Ce n'était pas nécessaire. Ils savaient parfaitement de qui ça venait. Des semaines, puis des mois ont passé. Et le silence n'était pas terrifiant, c'était la paix. Pas d'urgence surprise, pas de message d'anniversaire plein de culpabilité, pas d'appel nocturne feignant l'intérêt. Juste moi, mon nouveau travail, mon espace, ma sérénité. Et j'ai découvert quelque chose, la vraie paix est plus forte que la vengeance. 6 mois se sont écoulés depuis que j'ai quitté cette maison avec seulement une petite enveloppe et un silence si profond qu'il ne laisse aucune place pour revenir. Pendant ce temps, j'ai compris quelque chose qu'aucun thérapeute, aucun guide en ligne, aucun dialogue gênant ne peut vraiment expliquer. La vraie closure n'est pas douce. Ce ne sont pas des câlins ou des excuses. Ce n'est pas une conversation autour d'un thé chaud dans un cabinet de thérapie. La closure est dure, tranchante. C'est comme saisir du verre brisé à main nue et sentir qu'il vous coupe, en admettant enfin que rien n'a jamais été parfait. Ils essaient encore de me contacter de temps en temps. Pas Elena, jamais en face, trop fière, mais j'ai vu les signes. Un ancien camarade de lycée m'a transféré une publication sur les réseaux sociaux, une photo sombre et floue d'un salon dans la pénombre. La légende disait: c'est triste quand ceux que tu as élevés oublient qui les a fait grandir. Vague, amer, limpide. Daniel a aimé et a commenté, certains ne se montrent que quand la lumière fonctionne. J'ai presque ri. D'après ce que je sais, leur électricité n'est toujours pas rétablie. Pense-t-il que je vais craquer le premier? Pense-t-il que je suis encore celui qui a conduit 3 heures pour apporter à Ramon ses médicaments pour la tension, ceux dont il s'est ensuite moqué en disant que le stress était pour les faibles? Pense-t-il que je finirai par envoyer quelque chose? Un message court, un email, un simple * j'espère que vous allez bien * comme preuve. Mais il y a quelque chose qu'ils ne savent pas. Je n'ai plus soif. J'ai recommencé de zéro. Je vis dans un espace lumineux, mur clair, sol sombre. Ma bibliothèque ne contient que les histoires que je veux garder. Il y a un café tranquille à quelque part. Ruben, le serveur, connaît mon nom, mais rien de mon passé. Mon frigo est plein. Mes factures sont payées par mois. Et quand mon téléphone sonne, je n'entends que les voix des gens que j'ai choisis dans ma vie. Je n'ai jamais regretté d'avoir cessé d'être le sauveteur. Ils ont perdu plus que ma présence. Ils ont perdu l'idée qu'ils pouvaient toujours compter sur moi pour nettoyer leur désordre. Maintenant, ils doivent affronter leur propre chaos, et ça commence à se voir. Les rumeurs se sont accumulées. La tante qui riait toujours quand Ramon plaisantait sur mon prétendu manque de maturité m'a appelé. Je ne savais pas que les choses allaient si mal, a-t-elle dit. Tu aurais pu dire quelque chose. J'ai raccroché avant qu'elle n'en dise plus. Elle savait. Tout le monde savait, mais prétendre que c'était amusant était plus facile que d'intervenir. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Ramon, c'était par une lettre manuscrite, une écriture brouillonne, de l'encre bleue. 3 pages entières sur les valeurs familiales, le poids des noms de famille, comment tout le monde fait des erreurs et comment nous pouvions encore arranger les choses. Je l'ai parcouru et l'ai déchiré en morceaux. Je les lui ai renvoyés un par un enveloppe par fragment, sans expéditeur. Sa réponse était plus courte, pleine de colère, * tu le regretteras. Que ça te plaise ou non, tu es toujours mon fils, * mon dernier message était une seule phrase, imprimée en gras sur une feuille blanche, * je n'ai jamais été ton fils, j'étais juste utile pour toi, * et depuis, silence total. La semaine dernière, j'ai changé de numéro. Nouvelle carte SIM, nouveau contact. Personne qui m'ait traité comme un compte bancaire avec des émotions n'a mon nouveau numéro.
Je n'ai pas fait de publication, je ne l'ai pas annoncé, je les ai simplement coupés, comme on jette un vieux meuble. Mais j'ai laissé un seul rappel, pas pour eux, pour moi. J'ai acheté un paillasson pour ma nouvelle porte. Grise unie, lettre noire en gras, astérisque ceci n'est pas votre issue de secours astérisque c'était la vraie fin de ce chapitre. Pas avec des cris, pas avec des réconciliations dramatiques, mais avec le silence. Pas la paix de réparer ce qui est cassé, la paix de s'éloigner si loin que rien ne peut vous suivre. Parce que guérir, ce n'est pas toujours réparer ce qui est brisé. Parfois, c'est verrouiller la porte de l'intérieur. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire, c'est de ne jamais revenir.